Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, tu vas bien? Super, alors déjà présente-toi. Je m'appelle Francis, j'ai 34 ans et j'habite à Villeneuve-la-Garenne. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis chef cuisinier pâtissier. Trop bien, chef cuisinier et Et pâtissier. les deux. C'est rare ça. Ouais, je sais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai déjà reçu des cuisiniers ici Ouais, qui, je pense à une pote à moi qui s'appelle Camille, d'accord. qui est une super bonne pâtissière, Ouais, mais à la base qui a une formation de chef. d'accord. Tu vois, qui s'est spécialisée un peu dans les desserts, mais qui a une formation de chef à la base. Ok. Mais comment on fait pour faire les deux? Parce que t'es pas formé aux deux à la base. Non, si, mais ça s'est fait progressivement. Alors, je t'explique. Moi, je suis rentré à l'école hôtelière à l'âge de 15-16 ans et j'ai fait un CAP cuisine. Et en fait, j'ai voulu tout de suite arrêter de travailler. T'es un peu ambitieux, t'es jeune, tu veux tout de suite gagner des sous. Et mes parents m'ont dit non, 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 arrête tes conneries, continue. Donc j'ai fait un BEP cuisine. Et par la suite, j'ai été redirigé par mon ancien chef sur un CAP pâtisserie. Il m'a dit ouais, t'as des bonnes bases et tout. Va voir ce qui se passe en pâtisserie. Donc j'y vais, je fais mon CAP pâtisserie, je l'obtiens et tout. Et un jour, bah, je rentre chez moi et il y a mon chef qui est en train de discuter avec mon père et il me dit ouais, tu vas faire un BTM pâtisserie. Donc tout doucement, je me suis redirigé vers la pâtisserie. J'ai passé beaucoup de temps en pâtisserie. Et à un moment, j'ai fait mon grand retour en cuisine, tout simplement. Mais ça m'a fait beaucoup de bien dans ma cuisine, la pâtisserie. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ça m'a apporté beaucoup de finesse, de rigueur et d'élégance dans le dressage de mes assiettes. Dans le dressage? Ouais. Ok, on va en parler parce que ça c'est hyper important Bah aussi. ouais, Et je pense. j'en ai pas parlé souvent du dressage, Ouais. en vérité. Depuis quand tu fais ça du coup? Depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans. Genre en comptant la formation. Et après, le travail purement et durement, c'est... j'ai fini mes études vers les coups de 22 ans. Ah, quand même. Ouais, bah parce que j'ai fait 4 cursus. J'ai fait CAP, BEP cuisine et CAP, BTM pâtisserie. Ok. Et tu comptes à peu près 2 ans par diplôme. C'était une volonté de faire autant de cursus? Non, non, comme je t'ai dit, moi vraiment, j'étais vraiment dans dans la fougue de la jeunesse et je voulais travailler tout de suite. Et mes parents ils m'ont dit arrête, arrête, continue. Et aujourd'hui, je les remercie. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, niveau boulot, bah, je suis complètement épanoui, tu vois. Mhm. Euh, pour avoir parlé de ça avec d'autres cuisiniers, ils me disaient que pour s'épanouir pleinement dans la cuisine, il faut vraiment maîtriser les bases. Très important. C'est très très important. Comme dans tout métier, je pense. Si tu maîtrises pas les bases, tu peux pas approfondir les choses. J'ai l'impression que c'est encore enfin, peut-être pas plus important dans la cuisine, mais que c'est très important dans la cuisine. C'est très très Que important. vraiment il y a des basiques de fait, peut-être de techniques, des basiques Ouais. techniques à vraiment maîtriser avant de pouvoir lancer ce qu'on veut. Bah, tu peux pas t'exprimer dans la technicité si t'as pas les bases. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas, je veux dire, lancer de nouvelles techniques sans même maîtriser celles de base. Mhm. C'est bizarre. J'ai plein d'exemples en tête, mais qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Mais c'est comme si je te disais, tu vas faire une pièce montée alors que t'arrives pas à faire un gâteau au chocolat. Ouais, Tu peux pas. tu peux pas, ouais. C'est pas possible. Ok. Euh, Pourquoi à 15 ans on décide de faire de la cuisine? Parce que c'est tôt quand même 15 ans. Alors, tu vas rire, c'est encore pire que ce que tu penses. C'est parce que en France, c'est le droit pour pouvoir accéder aux études de restauration, cuisine, c'est 15 ans et demi, je crois. 15 ans et demi, 16 ans pour l'apprentissage. Moi, j'ai fait de l'apprentissage. J'ai pas fait de lycée pro. Moi, je suis arrivé en France à 6 ans et j'ai voulu tout de suite, à 5 ans, ouais, 5 ans, j'ai voulu faire tout de suite de la cuisine et c'était pas possible. À 5 ans, il y a Ouais. pas de... 5 ans, il y a pas de... Et donc, on a gentiment dit à mon père qu'il fasse ses études classiques générales et après, on verra. Voilà, donc... Ok, mais t'avais cette passion de la cuisine hyper Ouais, tôt. hyper tôt, hyper tôt. Moi, je suis originaire d'une famille matriarcale et c'est la cuisine. Ouais, J'ai pas eu trop le choix. Hein. ouais, C'est la ouais. passion qui m'a choisi, c'est pas moi qui Ouais, l'ai je choisi. vois. Donc, depuis tout petit, je savais ce que je voulais faire. Hein. J'avais d'autres envies, d'autres attentes, mais c'était la plus réalisable et celle qui me prenait le plus au trip. Ok. Du coup, toi, ta famille t'ont soutenu directement dans ce choix-là? Oui, 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 j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, vraiment. Et non, par rapport à ça, j'ai jamais eu de réticence. Vraiment, ils ont toujours été là pour moi et ils m'ont toujours soutenu. Et je rigole parce que
Quand je dis soutenu, c'est dans les bons moments comme dans les mauvais. Hmm. J'ai mes parents qui sont très très taquins. Donc ce qu'ils sont amusés à faire, c'est de prendre en photo mes premiers gâteaux, mes premiers ratés. Et quand je regarde ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais à l'époque, ça me fait Ouais. un peu rigoler, quoi. Ouais, mais c'est comme pour tout le monde en vrai, c'est toujours comme ça. Euh, Comme tu as deux cursus, Ouais. euh, du coup pâtisserie et cuisine pur jus, dira-t-on, il n'y a pas un moment où tu t'es dit peut-être je vais faire plus ça que l'autre? Non, non, et tu vois, en plus, c'est la question qui revient souvent. Les gens me demandent où est-ce que je suis plus à l'aise, ou ce que je préfère, tu vois. Hmm. Et vraiment, j'arrive pas à choisir. Après, quand je dis j'arrive pas à choisir, c'est parce que moi, je suis quelqu'un de gourmand. J'arrive vraiment pas à choisir. Et c'est pour ça que j'ai comme rêve un jour d'ouvrir un restaurant salon on va dire, où je pourrais faire de la pâtisserie et de la cuisine à ma façon, comme j'aime. J'ai jamais eu vraiment l'envie de me séparer de l'un comme de l'autre. Mais est-ce que ça permet quand même de pleinement s'épanouir dans l'un comme dans l'autre quand on a les deux en même temps, tu vois? Est-ce qu'on a le temps de travailler assez, sa finesse, comme tu disais tout à l'heure? J'ai compris ta question. J'ai compris ta question. Et je me la suis posée à moi-même. S'épanouir, dans un sens, je dirais oui, parce on ressent énormément de plaisir. Mais après, tu vois, au niveau du boulot en lui-même, je serai jamais aussi bon qu'un chef qui fait purement de la cuisine ou qui fait purement de la pâtisserie. Je me définis plutôt comme un couteau suisse. Ok. Tu vois, tu T'es un pourras peu hybride. m'envoyer n'importe où, tu pourras m'envoyer, j'arriverai à faire le taf. Hmm. Mais quelqu'un qui excelle, proprement dit, dans la pâtisserie, je vais avoir du mal à rivaliser quand même. Mais y a pas J'ai- une frustration de ça, du coup? C'est pas vraiment une frustration parce que c'est indépendamment de ma volonté. En fait, la masse d'informations à acquérir, elle est trop importante. Donc j'ai dû prendre un peu de cuisine, un peu de pâtisserie, mélanger tout ça et faire un truc, tu vois. Par exemple, je sais que moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sucre d'art. Le sucre d'art, c'est tout ce qui concerne les pièces en sucre, tout ça. Même du chocolat. Et j'étais bon en plus en chocolat, moi, avant. Mais avec la cuisine, d'un autre côté, qui me prend aussi beaucoup de temps, je Hmm. peux pas me consacrer pleinement à la pâtisserie, tu vois. Hmm. Mais du coup, quand on t'assoit dans une cuisine, Ouais. comment, je sais pas si c'est joliment dit ce que je vais dire, tu vois, mais comment on se sert de toi avec toutes ces compétences-là, tu vois? Bah écoute, par exemple, tu vois, avant le Covid, j'étais chez Fauchon et j'ai un chef que j'ai apprécié particulièrement, chef du toit, qui a pleinement exploité tout ça en fait. Et pendant presque un an, j'arrivais le matin et il me disait, ouais, aujourd'hui t'es en pâtisserie, aujourd'hui t'es en cuisine froide, aujourd'hui t'es en cuisine chaude. Et il était content de ça et moi aussi j'étais content parce que le fait que quelqu'un reconnaisse tes compétences, ton talent et qu'il l'utilise à bon escient, tu peux qu'en être fier, Hmm. tu vois. Et c'était vraiment un kiff. Et pendant les fêtes, c'était incroyable. Ouais, J'étais à tous les postes. ouais, tu J'étais à m'étonnes. tous les postes. Et j'ai dit, en fait, je vais arrêter de prendre des intérimaires. Lui, il est là, c'est bon, tu Ouais, vois. bah ouais. Hmm. Pour parler de créativité culinaire, parce que c'est ça, moi, ça me rend fou. Je dis la Ouais. vérité. C'est ça que j'aime bien recevoir des cuisiniers ici. T'es le quatrième cuisinier que je reçois ici. Et je suis toujours content parce qu'il y a un truc, mais personne ne peut me répondre pleinement. C'est comment on fait. Parce qu'il y a un truc dans la cuisine qui m'impressionne, moi, c'est Mhm. que on n'invente pas de nouveaux légumes. Non. Ok, on modifie pas les textures, enfin on peut pas modifier les molécules des légumes eux-mêmes, tu vois. Un Non. légume existe, une viande ça existe, c'est comme ça, c'est un fait. Mais comment on fait pour se renouveler tout le temps, faire des nouvelles cartes, trouver des nouvelles recettes? C'est la question que je pose toujours de façon frontale aux cuisiniers parce que c'est ce qui m'impressionne le plus, tu vois. Moi, je te dirais que c'est ce qui fait la force et la beauté de ce métier. C'est incroyable. Moi, de mon jeune âge dans le métier, je vais dire en 10 ans, j'ai vu des plats se transformer, se revisiter, se changer. C'est, comme tu dis, on ne peut pas changer la molécule même de la carotte. On peut la travailler de plusieurs façons, on peut la transformer. Moi, j'ai vu de la carotte givrée, j'ai vu de la soupe, j'ai vu de la purée, j'ai vu... C'est pour ça aussi qu'il y a certains chefs qui sont spécialisés dans la cuisine moléculaire. Ouais. Et tu te rends compte de tout ce qu'on peut faire avec un légume. C'est juste incroyable. Et non, moi, comme je te dis, c'est vraiment la beauté et la force de ce métier. C'est que tout se réinvente. Et c'est pas forcément les gens qui la font. On est partisans de tout ça. Mais c'est la cuisine elle-même qui évolue. Ah ouais? Ouais, C'est un clairement. mouvement. Tu veux dire que c'est un mouvement intrinsèque à la cuisine? C'est Ah un. ouais, 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 c'est... j'ai pas envie de partir dans mes délires... parce que je suis très science-fiction. Dans mes délires magiques et tout. Mais la cuisine est vivante. Tu vois, par exemple, en pâtisserie, il y a un terme qu'on dit, c'est le sucre, il est vivant. C'est qu'il se réinvente. C'est que lui-même, c'est une matière
qui bouge, en fait. Le sucre, tu vas pouvoir l'avoir en liquide, tu vas pouvoir l'avoir en liquide. Et en solide. Et selon les températures, il a une texture différente. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Tu vas l'avoir chaud, il est mou. Tu vas l'avoir froid, il est dur comme de la pierre. Et je reviens à ce dont je te parlais, le sucre d'art, c'est le travail des matières. Et tu as des températures à respecter. On sait que, par exemple, 170 degrés, c'est la température de caramélisation du sucre. Ok, À partir de ce moment-là, le sucre commence à solidifier, à brunir. Tu ok. peux avoir un sucre blanc, un caramel blanc, un caramel blond, un caramel brun. Et c'est toutes ces choses-là à savoir. Ouais, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est... Franchement, c'est ouf. Après, faut potasser, hein, faut potasser. Faut vraiment travailler. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait au début, c'est la technicité que ça demande à la base pour pouvoir maîtriser toutes ces techniques-là Ouais. et pouvoir faire ce qu'on veut des matières. Après, tu vois, moi, il y a des termes et des phrases que j'utilise très souvent. Ça, c'est dans mon état d'esprit. Pour moi, il y a deux sortes de personnes. Je vais parler que de la cuisine. Il y a la personne qui va naître avec un talent pur, qui va l'exploiter et vraiment créer des choses incroyables. Il y a des chefs aujourd'hui, ils sont clairement nés pour ce métier. Ok. Tu vois, ce serait du gâchis qu'ils fassent autre chose. Et il y a la deuxième catégorie de personnes dont j'estime que je fais partie, qui sont nés avec une passion, une envie, une particule de talent, et à force de travail et d'effort, qui ont su alimenter, exploiter tout ça. Moi, le seul truc, je pense quand même être quelqu'un d'assez humble, le seul truc dont je peux me vanter aujourd'hui, c'est à force de travail et d'acharnement. Tu vois. Et c'est la passion qui m'a permis d'aller aussi loin. Moi, je suis pas quelqu'un... J'ai mis du temps à réaliser, en fait. J'ai mis du temps à réaliser. J'ai toujours été dans le truc, ouais, j'aurais pu faire mieux. Beaucoup d'hésitations. Beaucoup d'hésitations. Beaucoup de manque de confiance. Les gens me voient comme ça et ils pensent tout de suite que... mais c'est avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience que c'est venu. Et beaucoup de travail. Vraiment. Pendant que certains, je dis pas forcément se reposer ou quoi, mais attendez que les choses se fassent. Moi, j'ai toujours été, même chez mes parents, hein. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ont investi. Même à l'âge de 16-17 ans, mes parents ont refait la cuisine juste pour moi. Pour que tu t'entraînes. Juste pour que je puisse m'entraîner. Je dormais à des 2-3 heures du matin. Tester, rechercher, voir, découvrir les goûts, les saveurs, les textures. Tout le temps, tout le temps. Et j'appelais mes chefs, je les harcelais au téléphone. Ouais, je comprends pas, je l'ai cuit à cette température, pourquoi ça réagit comme ça et tout, non, non. Toujours à vouloir savoir le pourquoi du comment. D'où les bases. Ouais, d'où les bases. Tu vois ce que tu dis sur le fait qu'il faut travailler le talent. Ça me fait penser souvent, c'est l'analogie qu'on fait pour ceux qui suivent un peu le sport, c'est la comparaison qu'on peut faire entre Ronaldo et Messi. C'est exactement à ça que je me réfère. Parce que toujours on dit Messi c'est le talent pur, Mm. presque un don de Dieu. Ouais. Et Ronaldo c'est le travail C'est une acharné. bête de travail. Et les deux sont au même niveau. Mm. Parfois même il y en a qui dépassent l'autre, ça dépend les moments, mais les deux sont au même niveau. Euh, en fait, moi, ce que je me demande, c'est quand on fait une école hôtelière Ouais. et qu'on spécialise en cuisine ou en pâtisserie ou quoi que ce soit le domaine qu'on entreprend, à quel moment on se dit je veux dépasser juste la formation, c'est-à-dire que tu pourrais être juste un cuisinier formé et travailler dans une cuisine, être second, même être chef, mais dans une cuisine où t'as pas à faire des cartes et juste être un chef lambda, tu vois. À quel moment on a envie de dépasser ça et d'aller encore plus loin? C'est quoi le déclencheur? Moi, je pense que l'envie est, pour le plus grand nombre, l'envie, elle est là dès le départ. Tu sais, après, il y a des chefs qui ont, il y a des chefs qui ont de l'expérience, qui voient, qui analysent, et il y a certaines choses qui sont révélatrices. En fait, ils voient tout de suite. Tu sais, pendant la formation, le chef, il se dit, ouais, lui, laisse tomber, il va tout flinguer. Lui, bon, il aime bien le métier, mais il en fera pas plus, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et franchement, je pense que moi, dans mon cas, c'est de voir les chefs. Voir les chefs, regarder les chefs, ça m'a toujours fait rêver, tu vois. Après, il y a l'envers du décor, hein. Malheureusement, aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, beaucoup de gens pensent que être cuisinier, c'est mettre la sauce dans l'assiette, déposer une pousse, tu vois les ralentis à la télé, machin. Mais tout ce qu'il y a derrière, c'est énorme comme charge de travail. Et c'est très dur, mentalement et physiquement, c'est très dur. Et malgré tout ça, moi, j'ai toujours eu une ligne de conduite, un point que je visais. Et c'est pas vraiment... Moi, je rêve pas vraiment de gloire, hein. Tu sais, tout ce qui est étoile, guide Michelin et tout. Ouais, je vais pas te mentir. Demain, ça m'arrive, je suis content. Mais moi, je recherche surtout l'approbation dans le regard des gens qui m'entourent.
Mm. Et moi, ce que j'aime, c'est la reconnaissance de mes pairs, tu vois, être adoubé, tu vois. Dire, ouais, ce mec-là, il a un talent. J'ai pas besoin de demain gérer un établissement de 4 étoiles, un palace ou quoi que ce soit. C'est juste de dire que ce mec-là, il a un talent, il aime son métier, il aime ce qu'il fait. Et ouais, punaise, c'est incroyable. Quand tu manges chez lui, c'est incroyable. Mm. L'émotion. Bah, tu vois, par exemple, moi, j'ai développé un business de chef privé à cause ou grâce au Covid. Et je me rends compte que c'est une révélation. Ce que j'aime vraiment, c'est quand je dépose des assiettes, la première bouchée. Tu sais, c'est cette expiration, cette inspiration qu'a le client, tu sais, genre le. Et il Mm. te regarde. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Ah bah ouais, évidemment. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas besoin de mots, hein. Tu sens tout de suite que la personne, tu l'as touchée, ça y est, t'as fait ton boulot. Ouais, grave. Ça, c'est un pur kiff. Euh, Tu parlais des chefs, ça me fait penser à une question. Euh, et tu parlais des étoiles et tout. Ça rejoint un sujet duquel j'ai parlé il y a pas très longtemps, pour d'autres domaines créatifs. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur la question. Euh, Qu'est-ce que tu penses de toutes les émissions de concours de cuisine? Masterchef, bon c'est fini Masterchef, mais Top Chef, Objectif Top Chef, le meilleur pâtissier de France, le meilleur cuisinier, l'émission avec Cyril Lignac, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ou il cuisine en live avec les Non, gens. non, pas celle-là, l'autre où il fait venir des pâtissiers amateurs et ils font des Ouais, le meilleur concours. pâtissier, hein, Ouais, c'est ouais. ça, tu vois, le meilleur pâtissier. Et je te pose cette question-là parce que moi, ça me questionne ces émissions. J'aime bien regarder, c'est sympa parce que j'aime bien la cuisine et tout, tu vois. On voit des trucs qu'on voit pas ailleurs, c'est cool et tout. Mais après, c'est des émissions de télé, du coup, c'est un faux procès de leur faire, de dire ça, mais d'une, tu les vois dans des conditions, tu sais, parfois dans Top Chef, tu vois des trucs qui sont incroyables, genre cuisiner en 3 minutes dans un igloo à moins 10. Personne ne fait ça dans la réalité, tu vois jamais Ouais. cuisiner dans ces conditions, tu vois. Mm. Il y a tous ces trucs-là, il y a toutes les contraintes qu'on leur impose, qu'on va. Je peux comprendre ces trucs de contraintes, parce que parfois, t'as les légumes de saison et ça te fait une contrainte, tu vois. Mais là, c'est poussé à l'extrême. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que cuisinier, comme Moi, c'est ton vrai métier? j'en pense plein de choses. Après, je pense qu'il faut voir les choses avec du recul et savoir dissocier la réalité du fantastique. Faut pas oublier que c'est avant tout des émissions. Donc, je pense que les chaînes de télé, pour pas les citer, ont chopé le bon filon. On arrive à une époque où, bon, avec la pandémie, c'est encore autre chose, ça ralentit, mais les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Ils se passionnent de plus en plus pour la cuisine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, des émissions comme Top Chef, elles explosent. Il y a quelques années, jamais que tu te serais dit que toute la France s'arrête un soir dans la semaine pour regarder le mec cuisiner. C'est un truc de fou. Ouais, grave. Donc, après, il y a une audience à faire. Donc oui, il faut imaginer des scénarios, des épreuves, des trucs, des machins. Mais ce qui est dommage, c'est que comment dire, ça crée de fausses idées chez certaines personnes, comme quoi c'est un métier facile et réalisable. Attention, quand je dis ça, j'englobe pas tout le monde, parce que tu vois, par exemple, ils ont fait l'année dernière, ils ont sorti la nouvelle version. Il y a toujours eu le meilleur pâtissier amateur, où il y avait des amateurs, et ils ont fait la session meilleur pâtissier pro. Et ben, je suis navré, je l'ai regardé, je trouve que les amateurs sont meilleurs que les pros. Ah ouais? Je compare les deux émissions, j'avais plus d'étoiles dans les yeux en regardant les amateurs. Moi, je suis choqué. Le mec, il arrive, je sais pas moi, Jean-Jacques, 52 ans, je travaille à la poste. Le mec, il te fait des entremets, un glaçage miroir, il est brillant, tu te vois dedans, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc de fou. Et à côté de ça, ben, t'as des équipes de professionnels et tu vois les gars tout, tu dis, waouh, quand même, les gars, c'est bizarre ce que vous faites là. Et j'en ai parlé avec plusieurs potes à moi qui sont chefs et tout, et nous, on aime bien, on a des groupes sur WhatsApp et tout, on dit, t'as vu le gâteau qu'il a fait? Tu vois, c'est bizarre quand même, hein. Mais bon, tu vois, c'est les collaborateurs, on va pas trop critiquer. Maintenant, pour parler précisément de Top Chef, il y a beaucoup de gens qui dénigrent Top Chef, beaucoup de gens qui apprécient. Moi, Top Chef, aujourd'hui, je le vois comme quoi? Je le vois comme une superbe émission. C'est un super programme, vraiment. Je le vois avant tout comme un tremplin. Pour toute personne comme moi qui vit de sa passion et qui a besoin d'être propulsé, et encore, je vais utiliser une de mes phrases, moi, ce que je veux, c'est partager, faire découvrir ma gourmandise au plus grand nombre. Et clairement, une émission comme Top Chef, c'est le Saint Graal. Moi, je vais pas cracher dessus, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais moi, je te demande surtout par rapport. Là, c'est plus un avis technique que je te demande, tu Ouais, vois. un avis technique. Sur la manière sur les procédés dont c'est fait, les conditions Ah, dans c'est des lesquelles conditions on met. extrêmes. C'est des conditions Ouais. extrêmes. Il y a une épreuve, je sais pas si tu regardes Top Chef,
Et une épreuve, des fois, ils se retrouvent dans les bois, ils doivent cuisiner au barbecue. Ouais. C'est hyper chaud. Comment tu fais pour régler la température d'un barbecue? C'est hyper chaud. Moi, je te dis clairement, ça, c'est une épreuve qui pourra me mettre en difficulté. Ouais. Le barbecue, ça peut monter à 300 degrés. Une fois que le feu il est lancé, c'est-à-dire qu'il faut rester tout le temps devant ton truc, sinon il crame. Hmm. Et faire de la pâtisserie au barbecue ou même des fruits de mer, quoi, c'est hyper délicat. Hmm. Et oui, clairement, c'est poussé à l'extrême. Et je pense que c'est pour, quelque part, faire de l'audience, challenger les gars et les mettre à fleur de peau, les pousser à l'extrême et voir comment réagissent les candidats. Ouais. Je continue à faire l'avocat du diable avec ça, tu vois. Euh, parce que j'aime bien aussi. Mais moi, ce qui me dérange avec les concours en général, Ouais. c'est deux choses. Premièrement, c'est que bien souvent, les juges, que ce soit de grands artistes ou de grands cuisiniers, Mhm. c'est pas sûr qu'eux auraient survécu aux épreuves qu'ils font subir. Totalement d'accord avec toi. Premièrement. Totalement Et du coup, d'accord je avec trouve toi. ça un peu injuste. Parce que du coup, si eux auraient passé ces épreuves-là, ils seraient éliminés, ils seraient jamais devenus des grands chefs. C'est Mhm. bon. Deuxièmement, est-ce que on peut se permettre de juger un collègue, parce que quoi qu'il arrive, ça reste des collègues, Mhm. sur des épreuves aussi poussées à l'extrême, dans des conditions irréalistes, parce qu'il faut faire de l'audience, il faut faire des trucs visuels pour la télé, tu vois, et les défoncer en direct et leur dire ah bah t'es pas un si bon chef que ça. T'as pas réussi à régler la température du barbecue à 300 degrés dans une forêt où il fait moins 10. Ah, tu peux pas avoir une étoile. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 non. C'est un bon point de vue. Et là, je te C'est un rejoins. peu dégueu, Je te ça, rejoins, tu je te vois. rejoins. Mais après, c'est, encore une fois, tu vois, je veux pas vraiment mettre le doigt sur un truc. Mais à savoir que sur le choix des scénarios, des épreuves, des machins, eh ben, faut aussi accepter que c'est pas forcément les chefs. Des fois, ça peut être la production. La production, ils ont pas, comment dire, ce recul technique pour se dire, ouais, les gars, on est en train de les mettre en galère, là. Non, 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 on s'en fout, ça va faire de l'audience, vas-y. Ils se débrouilleront comme ils pourront et tout. Et ouais, clairement, bah, c'est pour ça aussi, tu vois maintenant que de plus en plus le chef Etchebest, Ouais. bah, il se met à affronter les candidats et tout. Et on voit, même Hmm. s'il sort de très belles assiettes, tu vois comment il sort en sueur et tout. C'est un truc de fou. Et tu te rends compte que ouais, c'est vachement éprouvant. C'est vachement éprouvant. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réaliser les épreuves de Top Chef. Hmm. C'est très très chaud. Et quand même, est-ce que tu trouves que bon, là, j'ai un peu dénigré tout ça, mais Ouais, pas de gentiment, tu souci. vois. Mais est-ce que tu trouves que quand même, du coup, créativement, ça apporte quelque chose? Est-ce que tu as vu des trucs, toi, des idées, tu t'es dit, putain, c'est vrai que quand même ça, le fait d'être poussé dans ces retranchements-là, ça me Oui, permet de sortir des trucs oui, parce que incroyables. ça te transcende. T'as une poussée d'adrénaline et comment dire, t'as des idées qui explosent en tête. Et j'ai vu des candidats faire des trucs incroyables. Je me dis, mais comment le mec il a pensé à ça dans cette situation? Tu vois. Toi, là où toi, tu serais juste en train de bugger, il a dit, punaise, faut qu'il est d'accord. Et après, tu vois, c'est pas tout le monde qui a l'intelligence situationnelle. Ouais, C'est quelque chose qui peut te sortir de pas mal de tracas, hein, tu vois. grave. Moi, je l'ai développé. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de dire que je maîtrise ce truc-là. Mais avant, c'était un peu compliqué, un peu stress, un peu de trucs, et tu vrilles. Et là, tu te dis, mais non, attends, je suis pas arrivé jusque-là pour vriller. Et pendant que le tracas il est en train de t'arriver, il faut que tu sois déjà en train de réfléchir à une solution. Il y a des mecs, ils ont sorti des assiettes, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il voulait faire à la base, le mec, hein. Hmm. Et pourtant, il a gagné avec cette assiette. Parce que dans cet état de stress, il a été transcendé et il a réalisé une recette qui. Et tu vois, les chefs ils disent, ouais, c'est un truc de ouf, on n'a jamais mangé ça, c'est incroyable, c'est un truc de ouf. Et toi, tu vois la tête, tu dis, ouais, mais c'est éclaté ce qu'il a fait là. Et en fait, non, il a fait un truc de fou, le Ouais, mec. grave. C'est ça, en fait. En parlant de ça, toi je te demandais au début comment on fait pour renouveler cette créativité avec des éléments qui sont là depuis des millénaires, tu Mhm. vois. Est-ce que c'est pas une bonne technique de se mettre dans cet état de stress un petit peu parfois dans sa Clairement, cuisine clairement, pour aller chercher des trucs dont on n'aurait pas l'idée à la base? clairement, clairement, ouais, clairement. Après, il y a plein de trucs qui font que tu te développes. Mais il y a du bon stress. Il y a du bon stress pour ta créativité. Après, c'est pas forcément c'est pas forcément les émissions ou quoi. Pour certaines personnes, ça peut être le coup de feu pendant le service. Pour certaines personnes, ça peut être le stress d'une échéance, la demande particulière d'un client. Tu dis, mais comment je vais faire pour réaliser ça? Et si vraiment tu y mets du tien et que tu te donnes un fond,
Des fois, le client, il dit, mais vous avez demandé quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais demander. Si c'est carrément mieux. Hmm. Et là, t'en retires que de la fierté, tu vois. Bah C'est ça. justement, en parlant de ça, vu que tu es devenu chef privé aussi Ouais, récemment, euh, tu sais que je me suis posé une question d'accord. avant de te recevoir il y a 2 jours. Je suis Mhm. tombé sur une de tes stories sur Insta Ouais, et j'ai vu que tu présentais un buffet en story ouais, que tu avais fait pour des clients privés. Ça se ouais. voyait que c'était dans Mhm. le cadre privé. Euh, et je me suis dit, il y a un truc dont j'ai l'impression parfois, et tu me diras si je dis des bêtises ou pas, Mhm. pour les demandes privées, genre de buffet, de réception, d'anniversaire et tout, c'est que j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup d'amplitude créative. Parce que les clients veulent des choses, savent ce qu'ils veulent. Parfois, c'est très basique parce que c'est des buffets, parce qu'il faut que les gens mangent rapidement, Mhm, grignotent et tout, mhm, tu vois. Du coup, il y a un truc de beaucoup de travail parce que c'est des quantités qui sont énormes. Et en même temps, un truc qui est pas très très épanouissant parce que c'est des petits toasts, c'est des mini burgers, des mini hot mhm. dogs, tu vois, des trucs un peu bébêtes, tu vois. Comment tu ressens ça, toi? Moi, ça va. Je dirais pas que ça m'agace. En fait, en vrai, faut être dans l'acceptation. C'est un peu à la tête du client. Tu vois, je vais te dire, par exemple, moi cet été, j'ai fait un client très fortuné. Vraiment. J'ai bossé pour Monsieur Valentino, le créateur de mode. Et après, j'ai enchaîné sur une mission pour des clients dans le sud et tout. Et ben, en fait, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que tu vas faire. C'est vraiment à la tête du client. Tu vois, par exemple, j'ai bossé pour eux, j'étais en tant que chef privé. Ben, ils passaient leur vie au restaurant. Et le soir, quand ils rentraient, ils voulaient manger des spaghettis bolognaises. Ah ouais? Ouais. Et si je te dis combien c'est payé chef privé pour faire des spaghettis bolognaises, moi je leur fais tous les jours, y a pas de problème. Et avec grand plaisir. Tu vois, donc, c'est vraiment à la tête du client. Et à côté de ça, tu vas avoir le client qui a des idées très arrêtées, qui sait ce qu'il veut ou pas vraiment, parce que bon, en général, c'est aussi à toi d'arrondir les ongles et de les accompagner, tu vois, et de les diriger très gentiment vers quelque chose qui va pouvoir vraiment être exceptionnel. Et à côté de ça, tu as le client qui te dit, surprends-moi. Alors celui-là, il y a 2 points. C'est un client, mais en or, il est magnifique. J'adore les clients comme ça. Et deuxième chose, t'as pas intérêt à te louper. Hmm. Parce que quand il t'a dit surprends-moi, lui, il veut rêver, lui, hein. S'il arrive et que tu lui sers un truc fade, ça va pas le faire. Mais en général, j'ai pour objectif quand même de faire découvrir des nouveaux produits aux clients. Et ça fait mouche, tu vois. Des trucs tout bêtes, hein. Par exemple, des fois, les clients, je leur pose, même à table, il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, bah, c'est de la mousseline de patate douce. Il me dit, mais pourquoi elle a cette couleur-là? Et là, je lui explique, j'argumente. Bah, vous saviez-vous qu'il y avait 4 sortes de patates douces? Il me dit, comment ça? Il me dit, moi, je connais que l'orange. Je dis, bah non, il y en a une violette, une blanche, il y en a une grise qui se rapproche de l'igname, et il y a l'orange que tout le monde connaît qui est très sucrée. Et selon la couleur, elles sont plus ou moins sucrées. Et les clients, ils kiffent, tu vois. Je me rappelle d'une presta que j'avais fait pour un groupe de demoiselles qui sont devenues de très bonnes clientes. J'ai fait une presta pour elles, et après on s'est vu au moins 5 fois. Et elles avaient jamais mangé d'huîtres. Ok. On me dit, ouais, on aimerait bien fêter, se retrouver et tout, quand ils avaient réouvert les portes, tout ça, pour la pandémie. On n'a jamais mangé d'huîtres, on aimerait bien vraiment découvrir. Mais on ne sait pas comment ça se mange. On aimerait que tu nous fasses aimer les huîtres. Je dis, ok, d'accord. Bah, d'un côté, je leur ai fait un tartare d'huîtres aux pommes et tout. Et d'un côté, je leur ai fait une huître gratinée. Et elle dit, mais c'est un truc de fou. Et c'est là où vraiment le kiff, il est incroyable, la reconnaissance. Tu sais, quelqu'un qui va vraiment aimer, tu sens que c'est sincère. Et ça peut que te toucher en fait. Et comme je te dis, c'est à la tête du client. C'est soit il y a celui qui est là, moi je veux ça, 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 ça. Ouais, mais monsieur, c'est pas. Non, moi je m'en fiche, je veux ça comme ça. Ok, d'accord, il paye. Pas. Il y a celui qui arrive, il dit, surprends-moi. Moi, je veux que tu me fasses kiffer, tu vois. Après, il y a d'autres catégories de clients encore, hein. Moi, il est déjà arrivé qu'on m'appelle pour. Après, c'est pas forcément de leur faute, les gens. Oui, j'ai vu ce que vous avez fait chez une amie et tout, j'ai adoré, je trouve ça super beau. Je vous appelle pour l'anniversaire de mon mari. Je dis, ok, madame, moi, en chef privé, je fais beaucoup de menus personnalisés. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Elle me dit, ouais, le plat préféré de mon mari, c'est tagliatelle et escalope milanaise. Je dis, madame, franchement. Mais non, mais au vu du prix d'un chef privé, c'est pas rentable pour vous et c'est pas. Moi, Hmm. j'aime pas trop. Tu sais, il y en a, ils vont se dire, vas-y, je viens, je prends mon argent, je m'en vais, tu vois. Hmm. Moi, si je viens, c'est pour te faire vivre des choses exceptionnelles. Ça, tu peux le faire à ton mari, tu vois. Des pâtes et une escalope, tu peux le faire. Hmm. Je dis, maintenant, si votre mari veut
veux tester des produits plus nobles et tout, je peux vous faire tout un panel de propositions. Et c'est comme ça, en fait, c'est accompagner le client. Mais est-ce que tu pourrais pas faire, tu pourrais pas prendre la demande du client, en l'occurrence là, escalope milanaise et tagliatelle, et les revisiter pour les surprendre? Bien sûr que si. Et ce qu'on a fait, c'est que déjà, dans un premier temps, on a revisité et on a agrémenté avec des produits nobles. Ok. Tu vois, tout de suite, tu viens, je sais pas, ajouter une crème de mouris, tu vois, ou de la truffe. Et là, on monte en gamme. Et là, c'est appréciable. Tu conseilles sur un vin, une entrée, des amuse-bouches. J'ai une question qui est un peu bête. Dis-moi. Produit noble en cuisine, ça veut dire quoi? Est-ce que, je complète, Ouais. est-ce que produit noble, ça veut dire produit rare ou produit bon? Non. Produit rare, c'est encore autre chose. Produit noble, c'est un produit bon, un peu plus haut de gamme. Produit rare, c'est encore autre chose. Mais La truffe, c'est pas rare. La truffe, c'est un produit noble, mais c'est pas rare. dans la tête des gens, c'est rare pourtant, bizarrement. Ah bon? Bah, enfin, de moins en moins. Ouais. Parce que je vois que c'est démocratisé à mort. Mm. Mais en même temps, les gens mangent de la crème de truffe, mangent de l'huile de truffe, mangent pas de la truffe. Mais pour moi, pendant longtemps. C'est la- encore autre chose, tu sais. mais tu vois, pour moi, pendant longtemps, la truffe, c'était un truc qui était archi rare, tu vois. C'est archi cher, surtout. C'est surtout ça. C'est rare parce que c'est cher. On peut pas tous se le permettre. Ouais, mais. C'est ça. Ok. Mais du coup, t'es en train de me dire que la truffe, c'est. Enfin, tu sais, c'est un champignon, du coup, il y en a ça. Selon les périodes, tu peux en avoir en abondance. Ok. Après, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, on vit dans une société de surconsommation. Et tout, il y a tout qui va avec, hein, même les produits nobles. Ok. Et du coup, produit noble, c'est plus un produit bon, du coup. Un produit excellent, même, je dirais. D'accord. Et est-ce que forcément un produit rare est bon? Je ne verrais pas les choses comme ça. C'est ce que tu vas en faire. Je verrais pas les choses. C'est ce que tu vas en faire, vraiment. Comment elle va être travaillée, comment elle va être exploitée. Moi, tu vois, par exemple, moi, la truffe, c'est pas quelque chose qui me transcende. Ah ouais? Ça me rend pas fou. Pourquoi? C'est pas une saveur que j'apprécie particulièrement. C'est là, c'est bon, mais j'entends certaines personnes, oh la truffe, le caviar, le... Ils pourraient se tuer pour ça. Moi, j'en mange pas, je me porte très très bien. Hmm. Vraiment. Après, quand t'es dedans, c'est encore différent, tu vois. Par exemple, chaque repas de fin d'année, tu vois tout le monde en train de s'extasier sur les plateaux de fruits de mer, le foie gras, le saumon. Moi, clairement, j'en peux plus. Mais c'est des trucs que je mange toute l'année. Ouais, en vrai. J'en peux plus. Le homard, moi, ça me fait rien ni chaud ni froid. Il est là, je le regarde, il me regarde. Il se passe rien du tout. Parce que j'en peux plus. Je vois ça tout le temps. Ouais, je comprends. Je comprends. Et qu'est-ce que tu penses de la... Comment je peux formuler ça correctement? Grosso modo, de la démocratisation des produits dits nobles ou dits rares. Et en même temps, qu'est-ce que tu penses je vais prendre une anecdote personnelle pour parler de ça. Mhm. Tu vois, moi, pendant toute ma jeunesse, je mangeais la mayonnaise de Lidl ou, je sais pas, Aldi, tu vois, la mayonnaise bas de gamme, premier Mhm, prix. mhm. Mais je la kiffais de ouf. Ouais. Tu vois, la mayonnaise blanche, là, Mhm, mhm. je la kiffais de ouf. En grandissant, en mangeant dans des restos et tout, j'ai découvert de la mayonnaise maison. Mhm. Je me rappelle que les premières années, je kiffais pas. Tu vois, c'était pas pour moi, c'était pas le goût de la mayonnaise. J'ai capté ce que tu veux dire. Et en plus, je sais pas, c'était trop, parfois trop fort, parfois trop boutardé, parfois trop gras. Il y avait un truc qui me plaisait pas. Mm. Tu vois. Bon, maintenant, j'ai éduqué mon palais et ça va mieux. Mais du coup, il y a des gens qui vont, pour reprendre l'exemple de la truffe, par exemple, bah, moi, j'ai encore ça avec la truffe, par exemple. Mm. La truffe, les copeaux de truffe, les vraies tranches de truffe fraîche. Ouais. fraîches, je kiffe pas tant que ça. Mhm. Pourtant, je kiffe la crème de truffe. Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est encore une fois comment ça va être travaillé, comment ça va être agrémenté. Et par rapport à ton histoire de mayonnaise, le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'ont pas de référentiel. Toi, ton référentiel à cette époque-là, c'était la mayonnaise d'Aldi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et après, comme tu dis, tu as développé ton palais et tu as découvert d'autres choses. Et là, même en grandissant, hein, tu sais que les papilles gustatives, elles changent. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille, elle a de la chance, bah, elle a mangé beaucoup de mecs que certains adultes n'ont jamais mangé. Mhm. Tu vois? Donc, c'est aussi bien de préparer les papilles de nos enfants. Mais moi, ça me surprend pas ce que tu me dis hein, par rapport à certains produits. Et tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petit, j'étais très friand de bonbons. Ouais. Je déteste les bonbons.
C'est pas vrai. Je mange jamais de bonbons. C'est vrai? Je mange jamais de bonbons. Mais pourquoi? J'aime pas ça. Maintenant, adulte, t'aimes J'aime pas pas ça? ça. J'aime que le chocolat, j'aime pas les bonbons. Parce que c'est trop sucré, parce que c'est... Ouais, j'arrive pas, j'aime pas. Tu vois, c'est... Ouais, ouais, Alors je que vois. quand j'étais plus jeune, je me tue aux bonbons. Mhm. Mais j'en achète jamais. Ben moi, je sais que le chocolat... Ah, le chocolat, moi, c'est addictif. Enfin, en gros, moi, je kiffe les bonbons. C'est Mhm. mon péché mignon. Ah bon? Genre, vraiment, faut que je fasse attention, parce que sinon, je déconne de ouf. Euh, C'est addictif, hein. Fais Ouais, attention, hein. laisse tomber, c'est une drogue. Mais j'ai jamais vraiment aimé le chocolat. À Ouais. part dans les Kinder, tu vois, chocolat au lait et tout. Mais c'est pas mon kiff. Ouais. Je peux pas m'acheter une plaquette de chocolat au lait, tu vois. Mhm. Mais là, en grandissant, j'ai découvert le chocolat noir, pur, Mhm. ou avec des fleurs de sel ou des petits trucs, tu vois. Mhm. Et ça va. J'aime bien. Ouais, mais encore une fois, c'est ton palais qui change. Tu sais, tu m'as parlé d'un chocolat noir avec fleur de sel, j'ai envie de dire, c'est plus un chocolat d'adulte. Tu vois. Ouais. Et ça va avec tes goûts, avec tes attentes, celles que tu as aujourd'hui, Mm. tout simplement. Mais et encore, Kinder, voilà, oui, je dis pas non, parce que moi, je suis vraiment chocolat addict. Hein, il y a tout qui passe. Hein. Haut de gamme, bas de gamme, machin truc. Mais c'est pas un bon chocolat. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Parce que je te demande ce que tu penses, mais j'aimerais bien savoir ce que toi aussi tu fais, tu vois. Mais Ouais. est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu sais, il y a toute cette cuisine qui vient de la cuisine amateur, de revisiter des plats avec des produits très courants et très mainstream, tu vois. Bien sûr. Et c'est-à-dire que... Parce que je pensais à une blague sur le tiramisu. Ouais. Il y a tous les tiramisu Ouais. Oreo, Kinder C'est Bueno, nanana, un tu vois. Truc de Tous fou. ces trucs, tous ces plats-là, mais qui sont avec des produits qui sont pas clairement pas Ouais, nobles, ouais. tu vois. Non, ça m'est arrivé. Après, t'as vu, moi, sur certaines recettes, je suis assez puriste. Moi, j'aime bien qu'on touche pas au truc. Là, tu m'as parlé de tiramisu, tu me fais penser à un pote, Alex, qui pète les plombs, qui est italien, qui pète les plombs dès qu'il voit tiramisu avec de la fraise. Mais quand je te dis, il devient fou. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiramisu, c'est avec du café, c'est quoi? Pas de fraises, pas de spéculoos. Vous allez me rendre fou. Et moi, j'en peux plus, je suis en larmes. Il Ouais, pète le Faut dire aux gens, le tiramisu, c'est café. café, mascarpone. Ah ouais. Il y a rien d'autre en vrai. Il de vrai. devient dingue. Et ouais, moi, il m'est arrivé de retravailler certaines recettes avec des produits de base. Et c'est là où les bases sont importantes. Parce que si tu n'as pas ces bases-là, crois-moi que si tu utilises des produits moindres, ta recette, elle va devenir bizarre. Non, mais il faut savoir comment les produits réagissent aux températures, à l'humidité, au machin. Et ça te permet, oui, moi, il m'est déjà arrivé de faire des plats de ouf avec des courses que j'ai fait chez Lidl. Hein. Mm. Mais juste, tu travailles bien le produit, et du coup, ça passe. Voilà, quand tu maîtrises le produit, c'est bon. Ça sera jamais aussi bon que si tu vas chez le maraîcher, le poissonnier, attention. Mm. Mais ça sera beaucoup mieux que de mettre des pâtes dans l'eau et chauffer 2-3 saucisses, tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Grave. Et tu vois, je pense, juste pour le tiramisu, il y a pas très très longtemps, il y a Ouais. le mec qui a créé, enfin, en vrai, c'est sa femme qui a créé le tiramisu, mais on lui a attribué la recette à ce Ouais, mec, ouais. qui est mort. Et du coup, dans les médias, il y avait marqué, ouais, ce mec est mort, tu Mm. vois. Mais genre très vieux, il a presque 100 ans. Et il y avait des mecs sur Twitter qui avaient dit, ouais, en vrai, il a vu que les mecs faisaient des tiramisu Ah, il Oreo est- spéculoos, il il est mort. Ah, il est passé. Il est passé. Il est passé. Pas sauvé direct. Ah, il a sauté. Mais en vrai, de vrai, non, mais c'est. Moi, pour moi, un tiramisu, et c'est là où, tu vois, j'en parlais encore ce matin, les choses les plus simples sont les plus dures à réaliser. Ça peut paraître très simple un tiramisu, mais un excellent tiramisu, c'est pas si simple que ça à faire. C'est vrai. C'est pas si simple que ça à faire. Hein. Moi, je veux des mecs faire des tiramisu à la crème chantilly. Mon pote dont je te parle tout à l'heure, mais lui, il s'ouvre les veines, il en peut plus. Il me dit, mais c'est quoi ces recettes? Mais attends, il est italien. Ouais, il est italien. Oh, mais il doit devenir fou en France. Ah, il devient Entre les fou. Entre les tiramisu, Ah, il les devient pizzas aux dingue. ananas, Je- les mais- spaghettis qu'on casse. Après, il est dans le sud, il est à Nice, mais si on était dans le sud, je te l'aurais présenté direct. Il serait devenu fou, mais lui, il devient hystérique. Hein. Moi, c'est des barres de rire, j'en peux plus. Moi, je le vois de se transformer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un tiramisu. Arrêtez avec vos trucs, là. Ah, Alex, si tu nous entends, Alex, ouais, pas toi. Et ouais, mais les gens, tu vois de ces choses des fois. Oh, incroyable. Tiramisu, caramel, spéculoos, brisure d'Oreo. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ce... Sinon, on dirait Frankenstein, il a inventé une bête, tu vois. Le mec, il a ouvert l'armoire, il a tout mis dans le Mais tiramisu. tu vois, le pire, c'est que ça devient les standards. C'est un... Tu vois, il y a des mecs qui font des fortunes avec ces trucs-là. C'est...
ça me flingue. C'est comme la tarte au daim. Le truc, putain. c'est un bout de sucre, le machin. Ouais. C'est tellement sucré que tu reconnais même pas le goût des saveurs. Ouais. C'est trop. Ouais. C'est trop, je peux pas, non, je peux pas, moi, je peux pas. Comme tu fais, pour revenir un peu sur le fait que tu fasses les deux disciplines, la pâtisserie, parce qu'il faut vraiment savoir, et tu m'arrêtes si je dis une connerie, hein, Ouais. mais faut vraiment savoir que c'est quand même assez séparé, la pâtisserie et la cuisine. C'est vraiment deux disciplines à part entière. Parce que, pourquoi au début, je t'ai surpris et je te disais ça? Parce que, traînant un peu avec des cuistots, des cuisiniers, je sais que les disciplines sont séparées, parce qu'il faut, comme tu le disais, il faut bien les travailler et que c'est important d'être connaissant de son domaine. Et du coup, la cuisine, c'est un domaine, la pâtisserie, c'est un domaine, la boulangerie, c'est un domaine. Et que n'est pas pâtissier qui veut, même s'il a des super skills en cuisine. Ah non, c'est clair. Donc, c'est hyper important de le souligner pour les gens. Oh. Parce que tu vois, il y a aussi ce truc issu de la cuisine amateur, mais c'est normal, les gens font ce qu'ils veulent chez eux, tu vois, mais bah écoute, je fais des super pâtes à carbonara, bah je vais tenter un super fondant au chocolat et je suis un peu cuisiné de tout, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est des disciplines qui sont vraiment séparées. Mais toi, créativement, qu'est-ce que t'apportes les deux disciplines? Est-ce que tu arrives à faire des espèces de vases Ouais, clairement. J'essaie d'en tirer le meilleur potentiel. La pâtisserie m'apporte de la rigueur, de l'élégance. Ça me permet d'être structuré dans ce que je fais. Parce qu'à savoir, en pâtisserie, en cuisine, tu peux, genre, je sais pas moi, ta béchamel est un peu trop liquide, tu viens, tu rajoutes un peu de farine, tu mélanges, un peu de mixeur, c'est réglé. Ok. La pâtisserie, tu peux pas faire ça. La pâtisserie, si tu déconnes, ton gâteau il sort du four avec une tête bizarre et tout. Non, c'est vraiment très très particulier. Hein. C'est vraiment méticuleux la pâtisserie. Ouais. Moi, j'ai vu très peu de pâtissiers. Tu sais, l'outil préféré du pâtissier, c'est la balance. C'est incroyable. Et c'est là où je te dis que certains aliments sont vivants. C'est comment va réagir le sucre à la cuisson. Comment va réagir on dit de la farine qu'elle a de la force. Parce qu'en fait, dans l'amidon, il y a de l'élasticité en fait. C'est comment ça va réagir avec l'humidité, avec la chaleur, à la cuisson. Voir comment ta pâte, si elle va être plus ou moins moelleuse, si elle va être plus sèche. L'apport en matière grasse. Pareil, hein, le beurre, tout ça. Moi, je suis pro beurre. Moi. Je vise personne, hein. Mais arrêtez avec vos substituts, tout ça. Là. Vous savez très bien de qui je parle. Ces gens-là là, qui veulent nous empêcher de vivre. Je suis contre la surconsommation. Mais arrêtez, on va continuer à manger de la viande, s'il vous plaît. Donc, comme ça, dans mes commentaires, ils vont venir se déchaîner là. Moi, je les envoie vers toi. Hein. Mais tu rigoles ou quoi? Mais moi, je me suis fait lyncher, moi, des fois. Ça m'est déjà arrivé. Oui, tu peux pas parler comme ça. Oh, j'ai pas dit. Moi, je suis contre la surconsommation. Tu vois, moi, aujourd'hui, je te dis clairement, je pourrais pas arrêter de manger de la viande. J'aime trop ça. Mais, ce que je dis souvent aux gens, c'est arrêtez d'acheter de la mauvaise viande. Allez chez le boucher. Ce qu'il faut, c'est aller chez le boucher, acheter de la viande de meilleure qualité, en manger moins, mais manger meilleure qualité. Tu sais qu'on n'est pas censé manger de la viande tous les jours. Hein. Ouais. C'est pas bon pour notre corps. La viande 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien. Du coup, manger 1 ou 2 fois par semaine, mais bien. Mais bonne viande. Bien, au lieu de manger tous les jours de la viande bas de gamme, là, éclatée, origine pays bizarre, tu vois, le veau il est tout fracassé, tout ça. Non. C'est ça qui est important. Et je me suis un peu égaré sur la viande. Tu parlais de la rigueur. Ouais, de la rigueur. Et la cuisine, vraiment, c'est un pur kiff. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est là où vraiment ma gourmandise, elle explose. La cuisine, pour moi, je la définis comme une explosion de créativité. Vraiment. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Allez, on va dire, t'es chez toi, il est quand même excessivement tard. Et t'as un petit creux. Et là, tu décides de te faire un petit truc. Tu mets de la musique. Tu regardes dans le frigo ce qui reste. Tu baragouines quelque chose. Mais tu prends plaisir à ça. Ouais. Et c'est vraiment ça la cuisine, prendre plaisir. Mais il y a un truc auquel tu me fais penser là, c'est que c'est vrai que tu peux ouvrir ton placard ou ton frigo et tenter de cuisiner un truc avec très peu de choses. Ce qui n'est pas réellement possible avec la pâtisserie. Ah non. Ou en tout cas avec les desserts, tu vois, avec le sucré. Parce que, je sais pas si t'as pas d'œuf,
t'es déjà un peu... Ah, t'es diminué, t'es vachement c'est- diminué. T'es Hein. diminué. Si t'as pas de farine aussi, si t'as pas de sucre même un petit peu, c'est compliqué. Enfin, et si t'as pas les trois, oublie. Ouais, t'auras forcément besoin des trois. Hein. Voilà, t'auras forcément besoin d'un des trois. D'un des trois. Hein. Voire au moins deux des Ouais, trois, ouais. tu vois. C'est... La pâtisserie sans sucre, c'est quand même assez rare. Bon, après, il y a des substituts. Mais sans agents sucrants, à part quand t'es un chef confirmé, avéré, qui peut juste travailler avec la sucrosité des fruits, oui, d'accord. Mais je pense qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là dans les foyers français, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est vrai que tu peux faire preuve de créativité en ayant... Il y a beaucoup de gens qui revendiquent ça aussi. Ce truc de la cuisine des restes. C'est genre, si vous reste que ça, ou je vous fais des C'est un recettes nom en avec... plus, hein. C'est le... Attends, c'est quoi? Le batch cooking ou un truc, je sais plus comment on travaille ces restes, tout ça. Ouais. Ouais, Mais du coup, tu peux pas faire ça avec la pâtisserie. compliqué. Hein. Compliqué, ouais. Compliqué. Sinon, tu peux faire des desserts très basiques, hein. Tes bananes sont abîmées, tu fais un cake, tu fais un banana bread, tu fais des bananes caramélisées, tout simplement, et tout. Après, faut avoir certaines connaissances et réfléchir à comment tu peux travailler le produit. Ouais, Mais t'attends pas à sortir un dessert de fou avec des restes. Hein. ouais, mais dans tous les cas, comme on le disait, pour faire un cake, il te faut de la farine et des œufs, par exemple. Tout Tu simplement. vois, tu vas pas faire une cuisine de reste. Je te dis une bêtise. Là, j'ouvre mon placard. Dans mon placard, il me reste, je sais pas, 50 grammes de farine, un peu de cannelle et du lait, dira-t-on. Je fais quoi avec ça en dessert? Des peux pas cakes à faire la grand-chose. cannelle, c'est tout. Quoi? Des cakes à la cannelle, c'est tout. Mais si j'ai pas d'œuf. Ah, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te parle. Vraiment, il me reste que ça. Je peux pas faire grand-chose, tu vois. Des sablés à la cannelle, c'est tout. Mais je vois, en fait, dans ce que tu viens de me dire, je vois que des recettes basiques. Très Ouais. limite, c'est très limité. C'est très limité. Tu peux pas. Ouais. faire grand-chose. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la cuisine sucrée-salée, du coup? Vu que toi, tu maîtrises les deux. J'adore. 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 J'adore déjà de base. Et j'adore parce que par rapport à la cuisine, par rapport à moi-même, j'ai pas mal voyagé. Et je me rends compte que en France, on a une gastronomie, on a un terroir, on a vraiment un savoir-faire, mais punaise, à l'étranger, ils sont chauds. Ah, ils sont forts. Oh moi, les deux, c'est l'Asie et l'Amérique latine. Moi, ils me scotchent. Ah ouais? Oh là là, en cuisine, ils me violentent. Mais Ah par rapport à ouais. quoi? Par rapport aux saveurs, aux méthodes de cuisson, c'est... Waouh! C'est incroyable. Et en Afrique, c'est pareil. En Afrique, on a un potentiel dormant culinaire qui est là, qui demande qu'à exploser. Qui demande qu'à exploser. Il y a des chefs, ils sont incroyablement talentueux. Je le cite très souvent, hein, et je passe le big up, c'est le frangin Djeve Malanga, qui est congolais aussi. Talentueux. Talentueux, il y en a plein. Qui te font des choses incroyables avec des produits du terroir du pays, qui te font de la cuisine gastronomique. Et qui te font redécouvrir les produits même qui sont propres au pays où ils se trouvent. Ouais. Mais moi, je dirais franchement, dans mon top 3, bon, forcément, je mets la France, c'est hors catégorie. Pas... Mais Asie, Amérique, Afrique. Culinairement, c'est mon top 3. Quand on connaît autant de saveurs, qu'on maîtrise la cuisine française, la pâtisserie, qu'on a voyagé, qu'on a vu d'autres méthodes, et qu'on veut se mettre devant sa feuille pour créer sa recette, comment on arrive à se libérer de toutes ces connaissances-là pour créer sa propre recette? Alors là, tu vas rire, mais moi, je suis un ovni. J'écris très peu et je ne dessine jamais mes assiettes. Ok. Ah, on dessine les assiettes? Ouais, il y a des gens, s'ils dessinent pas l'assiette, ils peuvent pas la monter, la dresser. Moi, Pour le dressage, tu veux dire? Ouais. Ok. Moi, savais pas. j'écris très très peu. Vraiment, honnêtement, tu sais ce que je vais écrire, moi? Ça va être les ingrédients dont j'ai besoin. Mais comment tu fais pour les quantités? De quoi? Pour savoir les quantités, pour doser, comment tu fais pour Ah, savoir? après, ça, c'est au moment des achats, au moment où on me donne le nombre de convives et tout, que là, je calcule. Ok. Mais niveau création de recettes, mes recettes à moi, j'ai très peu de fiches recettes. C'est vraiment du feeling, c'est vraiment dans la tête. Et c'est surtout que je goûte beaucoup. Et j'ai un palais qui a une très bonne mémoire. Et une fois que c'est imprimé, Tu te souviens? ça aura toujours le même goût. Ok. Ça demande beaucoup de créativité, le fait de travailler en chef privé, de devoir Ouais. encore Ouais, plus se ouais, renouveler, ouais. plus qu'en Ouais. restauration?
Je dirais pas plus ou moins, parce que clairement, le nombre de clients, il est moindre par rapport à un restaurant. Mais c'est pas tout le monde déjà qui peut se payer un chef privé. Et en général, les gens qui font appel à un chef privé, ce qu'ils veulent, c'est rêver. C'est du spectacle. La plus grande partie du temps. Maintenant, il y en a, ils veulent juste un bon repas entre amis. Mais vu que c'est pas donné à tout le monde, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une expérience exceptionnelle. Mhm. Donc oui, ouais, il faut quand même avoir une belle créativité. C'est important. Et pour revenir un peu, c'est ça que je voulais revenir au début. Tu m'as dit ça, j'en ai jamais parlé. C'était le dressage. Mhm. C'est vrai que bon, faut aller manger dans des restaurants un peu plus guindés, un peu plus haut de gamme pour avoir des vraiment beaux dressages qui sont travaillés, qui sont pensés, tu vois. Mhm. Mais est-ce qu'il y a comment dire ça, une espèce de palette de dressage qu'on reproduit parce que on sait que c'est joli et ça marche bien avec les sauces, avec les plats et tout, ou est-ce qu'on cherche à trouver son propre dressage et on essaye de dresser à sa manière? Alors là, il y avait plusieurs questions et j'ai plusieurs réponses. Moi, je trouve qu'il est bien de s'inspirer. Après, dans ma mentalité, moi, être monsieur tout le monde, ça m'intéresse pas. Et quand tu veux te dépasser, te démarquer, tu es obligé de créer. T'as pas le choix. Donc oui, s'inspirer, c'est bien, mais créer, je trouve que c'est mieux quand même. Donc ouais, tu prends des choses, tu les reproduis, tu les modifies, tu les changes, tu les mets à ta sauce. Des fois même, c'est comme, en fait, en vrai, 90% des recettes, elles ont été, pas 90, j'abuse un peu, mais beaucoup de recettes ont été créées sur la base d'erreurs, en fait, commises en cuisine. Hmm. Voilà. Il y a beaucoup de trucs, c'est dit, ouais, punaise, là, je l'ai laissé trop cuire, ou, et ben, du coup, la viande a été hyper fondante. Ça a changé la recette, ça allait encore mieux qu'avant. Ou le gâteau, je l'ai laissé trop cuire ou pas assez, il est plus moelleux, ou il est plus croquant. Et la cuisine, moi, tu vois, par exemple, sur mes réseaux sociaux, j'ai mes stories à la une, je mets des recettes dedans. Certains potes m'ont dit, ouais, t'es un ouf, pourquoi tu donnes des recettes et tout? J'ai dit, mais moi, il n'y a rien qui est à moi, hein. J'ai à part une dizaine de recettes que j'ai inventées. La cuisine était là avant ma naissance, elle sera là après moi. On est là pour, comment dire, continuer à faire vivre une passion. La cuisine, c'est pas nous. La cuisine, elle était là avant, elle est là maintenant, elle sera là après. Hmm, hmm, hmm. Voilà. Mais du coup, pour le dressage, comment toi comment tu t'inspires ou comment tu fais pour Je dresser? t'assure vraiment, j'en parlais avec mon pote, chef Neri. Il me dit, tu dessines jamais, toi? Je dis, non, jamais. Et lui a toujours son petit calepin avec son truc. Je ne dessine jamais. J'imagine un truc dans ma tête et je fais en sorte que 90% ça sorte comme moi je l'ai vu. Et franchement, jusqu'à maintenant, la chance, c'est toujours sorti beau. Les gens ont toujours été contents de mes dressages, de comment j'amène les choses. Après, dans le dressage, il y a une certaine partie, un certain spectacle, comme un certain show à faire, tu vois. Le fait d'utiliser par moment, je sais pas moi, de l'azote ou une cloche à fumer. Hmm. C'est pas que gustatif, il faut qu'il y ait quand même un effet visuel. Quand tu déposes l'assiette, quand tu cuisines pour quelqu'un, faut que tous les sens olfactifs soient activés, tu vois. Première chose, oh, ça sent bon, qu'est-ce qu'il fait? Hmm. T'entends les choses mijotées, les aliments rissolés, c'est dans le beurre, tout ça. Là, tu commences à saliver, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Hmm, hmm. Petite mise en bouche, des amuse-bouche, ça goûte, ça fait saliver. Tu vas travailler sur les textures, les arômes. Peut-être que tu vas mettre un amuse-bouche très citronné, ce qui va créer de la salive, tu vois, la salinité. Là, le client, tu t'y bois. La faim amène la soif amène la faim. Et quand l'assiette, elle arrive, bah, elle arrive, tu lèves ta cloche de fumée, la fumée, elle sort, les senteurs. Et là, il voit le truc. Là, t'as touché le nez, t'as touché les yeux, t'as touché le palais, t'as touché l'oreille. Il reste plus que le goût. Hmm, hmm. T'as touché le goût, c'est bon. Ton taf, il T'as est fait. gagné. T'as gagné, t'es fier de toi. Ton taf, il est fait. Et c'est tout ça, c'est tout un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que pour toi, vraiment, le dressage, c'est un plus à part entière de la cuisine. Il Bien y a la sûr, cuisine, bien sûr, le fait de cuisiner, la cuisson et bien tout, sûr, et à côté de ça, il y a le dressage en bien plus. sûr. Il y a des mecs qui sont très très forts en cuisine, mais qui n'ont pas des bases gustatives très poussées. Il y a des mecs qui vont te faire des choses excellentes. Mais quand je dis excellent, tu le manges, ça te met une gifle. Comme dans le dessin animé Ratatouille. Quand ils mangent la ratatouille, que ça leur ramène en arrière, et voilà la ratatouille. Et par contre, visuellement, ça va pas être extraordinaire. Hmm. Tu vois. Tu crois que ça change beaucoup pour le client, ça? De quoi, le visuel? Ouais. Oui. Oui. Même au niveau du goût? Non, pas au niveau du goût. Parce que quelqu'un qui maîtrise la saveur, il maîtrisera toujours la saveur. Ok.
Moi, mon fer de lance, c'est la saveur. Mais ça change. Mais il y a un truc qui manque de l'expérience s'il n'y a pas le visuel. Ouais, ça change. Mais ça change l'expérience. S'il n'y a pas le visuel, ça change l'expérience. Il la vivra pas de la même façon, le client. Il y a des clients qui n'y accordent pas l'importance. Mais forcément, ça change l'expérience. Et est-ce que tu crois pas qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, Mhm. tout le monde prend en photo ou filme son assiette avant de la manger? Oui, toujours. Quasiment tout le monde Toujours, maintenant. toujours. Euh, Est-ce que tu crois pas que les gens sont plus concentrés sur le visuel que sur la saveur maintenant? Les clients, je te parle. Malheureusement. Malheureusement. C'est une réalité. Tu peux pas parler pour les autres, mais c'est vraiment ton avis que je te demande. Est-ce que tu crois pas qu'on peut duper maintenant la clientèle parce qu'on sait qu'elle veut du visuel et pas de la saveur et du coup... Clairement, moi je connais des chefs, je citerai pas le nom. Il y en a qui te vendent des menus à 400 € et ils vont faire les cours chez Lidl. Hein. Juste, il les dresse bien et ça passe. C'est fou. Pour de vrai. Mais il y a des gens qui font des menus, des services entiers qu'avec du produit semi-fini. Semi-fini, ça veut dire quoi? C'est un produit qui a déjà été travaillé, qui est prêt à l'exploitation en fait. Ok, genre un steak. Ça peut être un peu plus complexe que ça. Hein. Par exemple, une réduction en balsamique dans laquelle on aura mis des feuilles d'or. Je sais que, par exemple, l'œuf poché, tu peux le faire toi-même. Bah, il y en a qui sont sous vide. Tu l'ouvres, tu poses dans l'assiette. Ok. Il y a une mention qui a dépassé, malheureusement, maintenant, dans la restauration, à partir du moment où il y a une manipulation, tu peux marquer produit fait maison. Si on a qu'une seule, c'est bon. Ah, Voilà. si toi tu manipules une fois le produit, Voilà. mais c'est quoi qu'on appelle une manipulation? Le mec, il ouvre le congèle, il prend un moelle de chocolat, il le met, il met de la sauce caramel, la chantilly, fait maison. Et c'est quoi qui est considéré comme manipulation là-dedans, dans ce que tu viens de me dire là par exemple? Mettre la sauce caramel et la chantilly. Ah putain. Ouais. Non, mais j'ai réagi comme toi, ça m'a fendu le cœur. C'est des produits faits maison, ça? Mais c'est horrible. Ça vient d'où cette loi? C'est exactement le terme. Je ne sais pas qui a voté ça. Mais vous êtes pas offusqués, vous, les Mais chefs? j'ai envie de me voir les veines. Toi, t'es là, tu travailles, tu galères, tu te prends la tête à imaginer des recettes, faire des tuiles translucides, transparentes, faire des chips de riz gonflées. Mais qu'est-ce que c'est? Je dis au client, il me dit qu'est-ce que c'est? Je dis c'est une chips de riz. Il me dit c'est quoi? Attends, c'est une chip? Et oui, c'est du riz. Tu vas faire un plat, je sais pas moi, un plat basique. Tu dis ouais, je vous ai fait une balochine de volaille et de pintade et un riz sauté nain. Et là où tu surprends le client, c'est que lui s'attend à avoir un bol de riz dans l'assiette. Non, tu déposes ta chips de riz et tout. Il dit, mais il est où le riz? Il est devant vous. Il croque dedans, il dit, mais ça a le goût de riz. Incroyable. Mais attends. Je vais caricaturer un peu. Ouais. Imaginons que toi, tu viens chez moi. Ouais. Que tu me prépares tout ce que tu viens de me dire là. Ouais. La ballotine, les chips de riz et tout. Ouais. Mais tu les laisses dans les casseroles, ok? Ouais. Tu pars, moi je reçois des invités. Ouais. Je dresse. Sur la chips de riz, je mets un peu de sel. De sel de Guérande, parce que faire grande maison, tu vois. Et là, je peux dire à mes invités, c'est du fait maison. Oui. Vu que j'ai manipulé une fois en Oui. du sel. Mais c'est pas vrai. Oui. Mais c'est fou, frère. C'est triste, hein. Mais c'est incroyable. C'est triste. Donc là, tous les restaurateurs de France, ils peuvent dire fait maison s'ils veulent. Mais ça pose des problèmes, non? Ça pose énormément de problèmes. Ça pose énormément de problèmes parce que il y a ceux qui vont faire 2-3 manipulations et ceux qui vont juste sortir le produit du four, du congèle, le mettre au four et te le balancer. Et ils te mettent le sigle fait maison alors qu'il a rien fait dessus. À savoir, tu vois, par exemple, je prends un exemple sur les boulangeries. Ouais. Tu sais qu'il y a plus de 50% des boulangeries de Paris, parisiennes, Ouais. qui font que les croissants ils sortent du congèle. Tu sais que j'ai eu ce débat avec des potes ce week-end. C'est réel. Hein. J'ai eu ce débat avec des potes ce week-end parce qu'on parlait, je sais pas si t'as vu, c'est le moment un peu politique. On parlait de... Il y a eu une polémique, une fausse polémique avec les magasins Leclerc. Ouais. Je sais pas si t'as vu ça. J'ai pas trop suivi. En gros, t'as le patron des magasins Leclerc, Gilles-Édouard Leclerc, qui a fait une annonce en disant que l'inflation elle remonte, enfin bref, que les gens auront un petit peu plus d'argent et tout. Enfin, que les produits vont coûter un peu plus cher et tout. Ouais. Et pour aider les ménages, il a dit on va mettre la baguette chez Leclerc à 29 centimes pendant 3 mois. D'accord. Ok. Pour que les gens puissent acheter du pain plus facilement. Ok. Là, t'as les politiciens qui aiment pas les polémiques qui l'ont prise. Et t'as les boulangers et les agriculteurs qui se sont plaints. Comment ça, vous
des baguettes à 30 centimes, c'est pas possible, nous on va plus vendre de baguettes, nanana, nanana. Et du coup, avec ce week-end, j'en parlais avec des potes et on débattait. Moi, je disais, mon argument à moi, c'était. Mes arguments à moi, c'était. Ils étaient. Premièrement, c'est pas exactement la même clientèle. Si toi, t'aimes bien ta tradition à 1,20 €, je sais pas si tu vas aller chez Leclerc acheter ta baguette à 29 centimes. Deuxièmement. Premièrement. Et deuxièmement, la moitié des boulangeries de Paris, ou même de France en vérité, c'est du congelé. Sauf que les gens ne savent pas. Tu vois. Et du coup, j'entends les boulangers et artisans de France qui se plaignent parce que eux, ils vendent des baguettes faites maison et tout. Mais les autres, ils se plaignent de quoi? Parce qu'en fait, juste, ils vendent quasiment la même baguette ou le même croissant qu'à Leclerc ou à Auchan ou à Carrefour. Juste, ils vendent 1,20 € au lieu de 30 centimes. Malheureusement, il y a plein de choses à prendre en compte. La situation, elle a changé au niveau de l'agroalimentaire, de la grande distribution, et surtout au niveau du monnayage, de la monnaie. C'est que depuis qu'on est passé à l'euro, les prix, ils ont explosé, tu vois. Et certainement, il y a certains artisans qui en ont profité pour faire des prix quand même assez excessifs, et d'autres qui n'ont pas eu le choix pour s'en sortir, qui ont dû augmenter leurs prix. Ok, ça, c'est normal. Maintenant, moi, je vais pas parler des artisans. Étant moi-même artisan, je vais parler surtout de la base même, les agriculteurs, les éleveurs. Ouais. À savoir que quand la grande distribution, les supermarchés, tout ça, décident de modifier les prix, ben ça tue le commerce français. Quand tu mets la baguette à 29 centimes, il se peut que derrière, l'usine qui fabrique tes baguettes elle décide de moins commander pour le mec qui cultive les céréales. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai dit, ok, ils sont gentils avec leur projet, mais nous, on va certainement pas faire d'efforts pour vendre les produits au même prix. Mhm. Et en fait, c'est une chaîne, tout ça, hein. Il faut garder à l'esprit que tout ce que tu fais a des répercussions sur les autres. Et c'est pour ça que je te dis, moi, je suis d'accord, oui et non. C'est bien, ça va être d'une certaine catégorie de personnes, mais ça va tuer le business de beaucoup d'autres personnes. Parce que même si certains aiment bien acheter une baguette tradie, le mec, il est en train de faire ses courses, il est bientôt 20 h, il s'arrête à la boulangerie, il y a tout qui est là, il prend tout qui est là, hein, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. Faut toujours penser au plus grand nombre. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu fais les choses juste pour toi, et je le connais pas, ce monsieur, j'ai rien contre lui, mais il fait ça un peu au nom du peuple. Je sais pas si vraiment ça arrange ses affaires, si ça les dessert. Mais quelque part, tu sais, mettre la baguette à 29 centimes pour un groupe comme celui-là, ça peut que être rentable, dans un sens où ça va augmenter la consommation, Mhm. forcément. Donc ça peut amortir les pertes. Mais ça peut amortir ses pertes à lui, Pas aux autres. Non, pas aux autres. Mhm, mhm, Peut-être qu'il va mettre à 29 centimes, mais peut-être qu'au lieu de vendre 100 000 baguettes, il va en vendre 300 000. mhm. Quelque part, il n'est pas perdant, hein. Bah non, forcément. Donc voilà. Et malheureusement, le fait maison, tout ça, c'est un sujet très délicat. Mais surtout avec ce que tu me dis, avec ces nouvelles lois, parce que moi, ce qui me surprend dans ce que tu me dis, c'est que. Parce que je n'ai pas entendu parler de ça. Et ça me Mhm. surprend pas parce que je suis proche des artisans ou proche du milieu de la cuisine, du milieu culinaire, tu vois. Juste, je me dis que quand toi, justement, t'es un boulanger ou un cuisinier ou un pâtissier et que tu te casses la tête à aller voir des artisans pour choisir tes produits correctement, ta farine, ton truc, que tu te casses la tête à venir à 3 h du matin dans ta boulangerie, t'as pas de vie, pour toi-même pétrir ta pâte, enfourner tes baguettes et tout ça, Mhm. et que tu es sur le même pied d'égalité aujourd'hui, légalement parlant, qu'un mec qui se lève à 5 h pour arriver à 5h30 dans sa boulangerie, Ouais. enfourner ses baguettes une demi-heure avant, boire son café et attendre les clients et dire c'est fait maison. C'est Ouais. fou, tu vois. Après, tu sais, de base même, tu vois, par exemple, un truc tout bête, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre une boulangerie et un fournil. Explique ici, comme ça les Aujourd'hui, gens sauront. aujourd'hui, un fournil, la plupart du temps, c'est quoi? C'est genre de petite boulangerie de quartier où on va surtout cuire de la baguette moulée. Le boulanger, lui, c'est purement et durement un artisan qui va te faire certaines préparations de A à Z. D'autres, non, parce que bon,
faut pas mentir, il y a quand même une quantité de travail qui est assez excessive. Ouais. Tout le monde ne fait pas tout maison. Ouais. Mais à savoir que tu as 80% de chances dans la fournie de trouver des croissants surgelés, Mm. brioches surgelées, du pain surgelé, des gâteaux surgelés. Moi, mes proches, des fois, ils ont horreur de moi. Tu peux rentrer dans un endroit et te dire, tu vois toute la rangée là, ça sort du congèle. Ah, t'abuses, ça y est, tu commences. Je dis, non, je te dis, ça sort du congèle. Toi, tu le vois direct. Ah. De toute façon, quand tout se ressemble trop, Ouais. tout est trop régulier, Ouais. ça sort du congèle. L'imperfection, quelque part, c'est un gage de qualité. Ouais. Tu vois, quelque part, ça. Qu'il y a un petit défaut par-ci, là, tu dis, ouais, c'est Parce que artisanal. c'est impossible de reproduire à la main, copier-coller quelque chose. Tu sais, tu vas faire des éclairs. Au bout de la 3e plaque, à coucher des éclairs, ton poignet il fatigue. Peut-être que le dernier éclair, il n'aura pas la même tête que le premier. Ouais. Voilà. Alors qu'en usine, pas forcément en usine, même dans les grosses maisons, ils ont Ouais. des pocheuses. Tu mets les plaques, tu changes de plaque. Donc tu sais que c'est pas fait maison. Pas forcément fait maison. Moi, par exemple, Enfin, en même temps, aujourd'hui, si, maintenant. Ouais. Quand j'étais chez Fauchon, on avait une machine la pâte était faite maison, mais elle pochait, la machine pochait les éclairs, tu vois. Mais la pâte est faite maison. Tout va dépendre. Mais moi, ce que je demande, tu vois, à mes collaborateurs, c'est un peu d'honnêteté, tu vois. Il y en a certains qui sont pas trop enclins à être Ouais, honnêtes. ouais, mais tu vois, là, ça marche plus ce que tu dis. Ouais. Parce que ça marchait. Et tu vois, ça me fait même, pour reboucler sur les émissions de télé, tu vois, ça me fait penser à Cauchemar en cuisine. Ouais. Et quand le chef Etchebest, il va dans des guinguettes et tout, dans des petits restos, et que les mecs mettent du fait maison, et que lui, il s'offusque parce qu'il voit que c'est pas du fait maison. Mhm. Aujourd'hui, il va leur dire quoi, ces mecs-là? Parce que les mecs vont lui dire de quoi tu me parles? Après, le principe de fait maison, c'est comme beaucoup de choses. C'est pas accepté, mais c'est toléré, tu vois. Le fait qu'il ait fait une manipulation, tu vois. C'est pas quelque chose dont un artisan va se vanter non plus sur les toits, se crier sur les toits. Ouais, j'ai ouvert un seau, j'ai mis dans l'assiette, tu vois. Je comprends. Mais c'est vrai que je te dis, comment tu veux qu'ils fassent preuve d'honnêteté? Parce qu'ils vont pas se vanter de ça. Et surtout que maintenant, légalement parlant, ils sont suivis. J'ai du mal, moi, avec tout ça. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis, hein, parce que, mais regarde, même moi, ça me choque. Moi, tu sais que ça m'est arrivé, ça, en live. Hein. Deux. J'étais au restaurant. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais prendre en dessert et tout, je regarde la carte. Je vois macarons pistache, macarons glacés. Je dis, ah, j'adore les macarons. Comment ça? Je dis, il fait maison, le macaron. Ouais. Le truc, il arrive. Je dis, mais... On me dit quelque chose, ce gâteau-là, quand même. Je regarde, je tourne dans tous les sens, tout ça. Je suis avec ma famille et tout. Me dit, arrête. Et parce que moi, je commence mon investigation. Ça y est, je suis lancé, c'est fini. Hein. L'inspecteur, il est là. Et excusez-moi. Oui. C'est fait maison, votre truc là? Oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore le fait de la manipulation qui est toléré, tu vois. Ok. Et moi, elle m'a mis du sucre glace dessus, ça aurait pu passer. Ok. Et je me dis, je suis pas sûr, hein. Vous pouvez aller vérifier? Viens, oui, c'est fait maison et tout. Je dis, non, il y a un truc qui me dérange. Votre truc, il n'avait pas fait maison, c'est pas possible. Et directeur de salle, ça commence à faire un peu d'esbrouille, il vient et tout. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique et tout. Est-ce que tu dis que t'es chef à ce moment-là, toi? Pas tout de suite. Pas tout de suite, Parce que t'attends. j'aime bien que les gens me mentent. Ok, du J'aime coup bien, t'attends. Tu veux juste j'aime le bien. client relou qui sait que c'est pas fait maison. Voilà, Ok. j'aime bien. Et j'aime bien parce que c'est assez drôle. Très souvent, soit ils vont avoir du recul et être intelligents et dire oui, voilà, t'expliquer. Et très souvent, il y en a qui vont te regarder de haut. Qui vont pousser. Ouais, moi j'étais au restaurant en vacances, le mec il me ramène une béarnaise et il y a du poivre dedans, de la mignonnette. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette recette? Et je dis au mec, je dis quoi cette recette là? Non, mais c'est la recette, fait maison. Je dis, ouais, d'accord, fait maison, mais. Ouais, il y a du poivre. Je dis, il n'y a pas de recette. Si, il y a du poivre, c'est la vraie recette. Je dis, non, il n'y a pas, il n'y a pas. Et voir le chef, il dit, oui, effectivement, le chef a voulu changer un petit peu. Là, là. Et dans ma tête, tu vois, je vois comme tout le monde commence à nous regarder. J'ai pas voulu les éteindre plus que ça. Moi, pour moi, ce dans quoi ça ressemblait, il me restait un fond de béarnaise, il me restait un fond de sauce au poivre. La flemme, ou pas forcément le temps de refaire de la sauce avant le service. Je t'envoie ça, tu vois. C'est le truc dont j'ai horreur. Et le macaron, tu vas rire. Ouais. Il insiste. Et là, j'ai un flash. Je dis, oh là là, t'as pas de chance, toi, aujourd'hui. Je dis, allez en cuisine. Dites à votre chef
Il prend le catalogue Coupe-Pâte. Coupe-Pâte qui est un fournisseur, grande distribution. Il regarde, produit fini, semi-fini, surgelé. Macarons glacés, je sais plus quelle page. Je vois les yeux du mec. Monsieur, s'il vous plaît, parlez moins fort. Et là, tu sais que t'as mis dans le mille. Ouais. Je dis, ah, mon pote, tu vas faire un geste commercial. Ah ouais? Ah ouais. Il m'a dit, les desserts, c'est pour nous, c'est offert. Ah ouais? C'est genre, mange, sors du resto, s'il te plaît, sors. Allez, va-t'en. On veut plus de toi ici, va-t'en. Tu vas nous casser la baraque. Si, j'ai le truc. Oh là là. Je l'ai dit, je l'ai vu. J'ai vu la page. Je dis, ah ouais, fais maison. Je dis, va le voir, tu lui dis ça. Il m'a regardé. Oh punaise. Oh là, l'emmerdeur. Il m'a dit, bien évidemment, les desserts, c'est pour nous. Allez, mangez, barrez-vous. Évacuez, s'il vous plaît. C'est le mec qui se dit, oh, des clients comme ça, j'en veux plus. Ah, J'en grave. veux pas. Grave. Mais c'est un truc de fou, tu vois. Un peu de Nudob, comme les noix de Saint-Jacques. Je comprends pas que certains restaurateurs te marquent un cas. Noix de Saint-Jacques rôti, l'assiette, elle arrive. Qu'est-ce que je vois? Sa cousine plus bas de gamme s'appelle les pétoncles. Noix de Saint-Jacques, c'est ça. Les pétoncles, c'est ça. Les pétoncles, tu les fais trop cuire, c'est des billes, c'est des balles de tennis. Ok. Je regarde comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont, les Saint-Jacques, là? Ah, mais je sais pas, c'est le chef qui a fait et tout. Hein. J'ai dit, écoutez, je refuse de payer pour ça. Ça, ce sont des pétoncles et non des Saint-Jacques. Non, mais monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe et tout. Nous, on est restaurateurs, on sait ce qu'on fait. J'ai dit, ah bon? Ok, d'accord. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Allez voir le chef et demandez-lui la provenance des fruits de mer. Oh, faut voir la tête des serveurs quand ils sortent de cuisine. Oh! C'est genre, on a l'air de dire, genre, bon, comment je vais gérer le problème? Parce que lui, il a l'air d'être très, très relou. De ouf. Je suis pas forcément relou, mais j'aime bien les choses justes. Mais après, c'est ton métier, c'est normal aussi, tu vois. Ouais, et puis même, c'est pas bien il y a quand même un écart de prix qui est excessif. Ouais, c'est surtout ça en vrai. Ça devient des escroquerie carrément. Ouais, c'est chaud. Tu sais, imagine, je te mets à la carte, je te mets, je sais pas moi, du haut de foie gras et je te sers du pâté. Ouais. Tu pètes les plombs. Ouais, bah grave. Foie gras, tu vas payer 40 balles la tranche, l'autre il ramène une tranche de pâté. Oh non. Ouais, grave. Mousse de foie. Il y a une différence entre la mousse de foie et le foie gras quand même. Ouais, grave. Mais ça serait ça, ouais, de la mousse de foie. C'est abusé. Voilà. Ok, bah écoute, on va conclure. Ah oui? Pour conclure, je pose toujours une petite question. Dis-moi. La première, c'est ton objet favori. En cuisine? Tout confondu. Alors je vais dire, en cuisine, ça sera un couteau. Ce sera mon couteau japonais. En pâtisserie, une poche à pâtisserie, j'adore la poche. Je fais tout à poche. Tu me donnes une louche, je dégueulasse tout. Alors que je fais tout à la poche. C'est incroyable. Et dans la vie de toujours, mes gants de boxe. J'adore. Ok. Gant box, poche et couteau Ouais, japonais. Japonais. Pourquoi japonais? Parce que les couteliers japonais, je dirais les japonais en général, ils ont ce truc, cette fibre qui fait que quand ils entreprennent quelque chose, ils le font à 2000%. Et l'art du couteau au Japon, c'est incroyable. C'est comment ils travaillent la lame, comment elle est pliée, les couches d'acier qu'ils vont mettre, c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. Du coup, si vous avez moyen, achetez des couteaux japonais. Ouais. Mettez de côté quand même. Mettez un peu de côté avant quand Je même. m'en doutais. Oh. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi. Ah, c'est vaste, hein. C'est vaste. Moi, j'aime beaucoup le milieu artistique. Faut savoir que moi, quand je cuisine, j'aime bien écouter la musique classique. Une œuvre inspirante. J'ai trop de réponses. J'essaie de te donner un truc cohérent. En pâtisserie, je dirais l'opéra. C'est un des plus beaux gâteaux que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai eu la chance d'apprendre à réaliser dans la maison d'Aloyau. Et en cuisine, allez, je vais répondre sur un coup de tête, le filet de bœuf. Le filet de bœuf, c'est une pièce de viande qui est quand même assez noble et qui restera toujours tendre. Et ça me ramène à des souvenirs incroyables. Tu sais que moi, excuse-moi, je prends 2 minutes. J'arrive en France, je mange la viande bien cuite. Tout le temps.
Et à force, mes chefs m'ont forcé, ils me disent, qu'est-ce que tu fais là? Ça se mange pas comme ça, moi, c'est de la pierre. Tu sais qu'aujourd'hui, je mange de la viande bleue. Hein. Ah ouais? Ouais. Bleu, c'est-à-dire saisi, quoi, à peine Ouais. cuit, quoi. Certains morceaux de viande. Ouais. Je mange bleu, d'autres saignants. Je sais que chez nous, c'est pas commun. Tu me fais rire parce que mes potes, Ouais. moi j'ai découvert Ouais. vraiment le tartare. Ouais. Tu vois, Mhm. le tartare, c'est comment je peux vous expliquer? C'est Non. un steak pas cuit en fait. C'est Cru. de la viande hachée, c'est cru. Et je mettais des stories où dans les restos, j'allais en filmant des tartares et mes potes me disaient, frère, pourquoi tu manges de la viande pas cuite? À quoi tu joues? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est genre, ils me vannent dessus, genre, ah ouais, mais toi, t'es un mec, t'aimes bien manger de la viande pas cuite, genre, t'es fou. Genre, je dis, mais frère, un bon tartare bien assaisonné, c'est grave bon. À quoi tu joues? Tu vois, du coup, Il est t'inquiète, devenu on est fou. ensemble. On est ensemble, frère. Non, mais c'est clair. Ouais, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le gâteau opéra? Moi, je connais pas, par exemple. Le gâteau opéra, c'est une recette historique. Historiquement parisienne, j'y tiens, monsieur. Hein, c'est un gâteau parisien. C'est déjà... Alors voilà, je vais vous expliquer. Il y a une gamme de gâteaux qu'on appelle entremets, parce qu'il y a plusieurs gammes. Il y a les gâteaux de voyage, les entremets et tout. L'entremets, c'est quoi? C'est une succession de couches de mets différents. Donc, entremets. Voilà. Et l'opéra, c'est composé de biscuits Joconde. Un biscuit extrêmement fin, gourmet, à base d'amandes, qui est très très bon. Qu'on imbibe avec un sirop au café, un peu comme le tiramisu. Il y a une crème au beurre café, une ganache chocolat qui est faite, et on finit par un glaçage qui est juste incroyable, hyper croquant, hyper fin. Et jusqu'à maintenant, le meilleur opéra que j'ai mangé, c'est celui d'Aloyo. Vraiment. D'Aloyo, le traiteur d'Aloyo. Toute personne qui aime le café aimera forcément l'opéra. Surtout quand il est bien réalisé. C'est hyper bon. Ok, ben je goûterai ça. Ah, franchement, je t'invite. Hein. Je t'invite. Et la dernière question, c'est quelle qualité devra avoir selon toi un créatif? Avant tout, et je vais m'inclure dedans, la générosité, la passion, aimer son métier parce que vivre d'un métier qu'on aime, c'est une bénédiction. Du courage et beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance parce que la créativité, c'est ça en fait. Essayer de trouver quelque chose jusqu'à que ça marche. Et ne pas abandonner jusqu'à arriver au point culminant où la recette, elle est waouh. Tout simplement. C'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, c'est drôle. Hier, j'en parlais avec une pote. Je suis tombé sur un podcast avec Roman Fercinet, qui est un humoriste. Ouais. Et à un moment, il a dit un truc qui m'a percuté, c'est qu'il disait que lui, avec ses potes, il se disait qu'il n'y a personne qui perce, il n'y a que des gens qui persévèrent. Tout simplement, c'est la vérité. Et c'est vrai, ça m'a percuté quand il a dit ça. Ouais. C'est vrai. Ne pas abandonner, c'est important. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui baissent vite les bras. Hein. Moi, je te mens pas, hein, je te parle en toute franchise. Hein. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ouais, tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais chef, nanana. Je pense à une personne en particulier qui me dit que j'y arriverai jamais. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui me demande du travail, tu vois. Donc, moi, je dis, faut toujours rester correct avec les gens qu'on côtoie. Si tu dois prendre une revanche dans la vie, c'est dans tes actes, et même professionnellement. Faut pas s'acharner sur les gens ou chercher à se venger ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, bah voilà, les gens, ils voient. Et même s'ils disent rien, les gens voient ce que tu fais, où tu en es, ce qui a abouti. Et ils se disent, putain, je l'ai traité comme ça, mais le gars, il a pas lâché, regarde. Voilà. Et c'est là où tu en tires de la fierté. Ouais, grave. T'as même pas besoin de parler, de dire, ouais, regardez, vous avez vu. Non. C'est là, c'est dans tes actes. Ouais, grave. Ok, ben merci. Merci à toi, Dixon. Je vais mettre en lien dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tes belles réalisations. C'est gentil. Merci à toi, j'ai passé un bon moment. Merci. Moi aussi, vraiment. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous à son compte. Pareil, abonnez-vous, likez, partagez. Merci. J'ajoute mon slogan, je suis obligé, c'est Francis Kitchen. N'oubliez pas, restez gourmand, c'est le plus important. Manger ne doit pas être une nécessité, mais un plaisir. Retenez ça. C'est important. Les gens qui mangent pour rester en vie, ils n'ont pas compris le concept. Merci beaucoup. Je t'en prie, Dixon. À la prochaine. À bientôt, ciao.